Florence Puclavec est une passionnée de course à pied et une psychanalyste spécialisée dans le monde du sport. Dans cet épisode, nous allons tenter de comprendre quels sont les différents ressorts motivationnels qui poussent un coureur ou une coureuse à s'entraîner au quotidien. Nous allons aussi tenter de comprendre pour quelles raisons la communauté des coureurs ne cesse de croître en France et même dans le monde. Et enfin, nous allons décrypter le phénomène anti-coureur que nous avons tous pu, hélas, constater pendant le confinement. Avant de vous laisser découvrir cet épisode passionnant, on tenait à vous rappeler avec Fred que le programme Je reprends la course à pied est disponible jusqu'au 25 mai prochain. Car nous le savons tous, reprendre la course à pied après une période d'arrêt n'est pas un long fleuve tranquille. L'impression de repartir de zéro, d'avoir le souffle coupé ou encore de traîner un boulet à chaque sortie. C'est la raison pour laquelle toute l'équipe de Dans la tête d'un coureur se mobilise pour vous donner toutes les clés d'une reprise sportive parfaitement orchestrée. Gestion des entraînements, prévention des blessures, nutrition et enfin comment retrouver ses sensations de vitesse et sa motivation. Tous les sujets seront abordés dans une série de podcasts, vidéos mais aussi des e-books. Alors si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dès maintenant sur notre site internet à l'adresse suivante training.dltdc.fr. Il ne vous reste plus que quelques jours pour en profiter, alors dépêchez-vous. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse maintenant entrer dans la tête de Florence Puclavec. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Un lundi sur deux, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un coureur, l'interview. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans l'émission Florence Puclavec, psychanalyste de profession, coureuse de passion et qui a su organiser la rencontre de ces deux domaines de prédilection à travers son livre Psychanalyse du sportif d'endurance, l'entité en marche, paru aux éditions Lamartan. Florence, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu ? Bien, très très bien, merci, malgré effectivement cette période de confinement. Et nous sommes aussi accompagnés de notre fidèle podcasteur de la course à pied, Fred, entraîneur du groupe Élite au Stade Français Athlétisme. Alors lui n'a pas encore écrit le livre, mais à mon avis, ça ne serait tardé. Fred, comment ça va aujourd'hui ? Alors, bonjour Florence, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Moi ça va très bien et je suis vraiment ravi qu'on puisse recevoir Florence parce qu'on a peu d'ouvrages qui prennent un tel recul sur notre pratique sportive et du coup je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir échanger avec elle et pour la petite histoire en fait cet ouvrage j'en ai eu connaissance par une des athlètes de mon groupe d'entraînement donc voilà c'est une lecture qui est déjà arrivée auprès d'athlètes élites, donc je suis vraiment ravi qu'on puisse avoir cet échange. Alors effectivement, les livres qui parlent de course à pied ne sont pas très nombreux, mais alors ceux qui parlent de psychanalyse et de course à pied, alors là, ils sont très très rares. Pourtant, on constate qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent à courir. Le running est un sport de plus en plus populaire qui touche aujourd'hui des dizaines de millions de personnes rien qu'en France. Alors, on peut s'intéresser à pourquoi est-ce que les gens courent, qu'est-ce qui les intéresse psychologiquement dans la pratique de ce sport et c'est un peu la promesse de ton livre puisque tu as fait une enquête qualitative auprès de sportifs. Tu es allé interroger et interviewer plus de 20 coureurs différents avec différents profils qui vont de 27 à 67 ans avec des femmes, avec des hommes et tu t'es intéressé à leur psychologie et à pourquoi est-ce qu'ils courent. On va revenir dans l'émission sur les résultats de ton enquête, mais avant ça, je pense que beaucoup de nos auditeurs ne sont pas forcément des spécialistes en sciences humaines et que très certainement certaines spécificités peuvent ne pas paraître très claires pour tout le monde et je m'inclus dedans. Alors est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps les spécificités de la psychanalyse, notamment par rapport à la psychologie, deux domaines que nous pouvons peut-être, à tort ou à raison, assimiler ? Alors effectivement, on travaille pour les deux disciplines sur l'humain. La première, qui est la psychologie, va se référer à des comportements et à des normes. Et effectivement, on a souvent une intervention en psychologie qui est liée à la thérapie cognitive comportementale, qui est la volonté de remettre la personne dans une norme.
En psychanalyse, on va davantage travailler à ce que la personne soit très en phase avec ses désirs et peu importe si ce n'est pas tout à fait la norme. D'accord? C'est-à-dire que si elle souhaite effectivement s'installer, en ermite, dans, je dirais, un alpage et bien si tel est son désir, on va l'accompagner à pouvoir exprimer son désir et à être en phase avec ce désir-là. Donc c'est la différence entre psychanalyse et psychologie, c'est-à-dire qu'on ne vise pas forcément à remettre dans la norme, mais à faire de la personne un sujet, c'est-à-dire une personne qui soit à la fois à l'écoute de ses désirs et qui soit en capacité, j'allais dire, de les mener jusqu'au bout et finalement de se dire: «Peu importe la norme, au diable la norme», on dit en fait en psychanalyse. Et du coup, Florence, Guillaume en parlait en te présentant. Donc tu es psychanalyste et c'est à ce titre qu'on échange avec toi. Oui. Mais tu es aussi coureuse, tu pratiques la course à pied. Donc à ce niveau-là, est-ce que tu peux également un peu te présenter, savoir quel type de distance, depuis combien de temps tu cours, enfin voilà, quel est ton rapport avec la course à pied? Alors, mon rapport avec d'abord avec le sport. J'ai toujours été sportive et effectivement, je suis venue à la course à pied de manière un peu tardive, vers la trentaine, hem, avec finalement une découverte, c'est-à-dire qu'on est à la fois sportif, mais quand on rentre dans la course à pied, je dirais, heu, on a un rapport au corps qui est un peu différent. Et finalement, je me suis, alors au début entraînée, sur un stade, donc c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant, mais en même temps, je pense que ça forge le mental. Ouais, 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 10 kilomètres sur un stade, c'est 25 tours, voilà. Hem et puis effectivement, au bout de quelques temps, je me suis dit: «Tiens, je vais m'inscrire au Marseille-Cassis». J'avais toujours couru uniquement 10 kilomètres, donc c'est ce que je dis dans le livre, l'introduction d'un point d'inconnu. Donc et on se lance des défis et on y va. Donc j'ai commencé par des semi-marathons. Aujourd'hui, plutôt le marathon, parce que c'est une distance que j'aime, que je privilégie. Je fais aussi du 10 kilomètres, mais c'est beaucoup plus, je dirais dans le rapport qu'on a à la distance où il faut un peu plus se faire mal. Pour moi, le marathon, c'est vraiment la course au plaisir. Donc je suis une marathonienne dans l'âme. Ah bah, alors je trouve ça assez intéressant ce que tu dis, que le marathon pour toi c'est la course plaisir, Oui, alors que pour certains c'est vraiment une sorte de summum et alors oui, évidemment le plaisir est toujours présent, mais c'est pas forcément le premier mot qu'ils emploieraient pour le définir. ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Alors, à la fois, effectivement, je le dis aussi dans l'ouvrage, c'est-à-dire que c'est une préparation qui est plutôt rigoureuse, hein. Un marathon, pour moi, c'est 8 semaines de préparation. Ça donne du sens aussi quand on se lève le matin pour aller courir, c'est-à-dire on sait pourquoi on se lève, c'est pas uniquement pour bouger son corps, pour le ressentir, c'est aussi parce que derrière on a un objectif. Et finalement, voilà, pour avoir couru d'autres distances où on est sur des allures beaucoup plus hautes, pour moi, le marathon, c'est une course à la fois de raison, où on va, je dirais être un peu avoir le pied sur le frein quand on démarre, parce que si on écoute ses sensations corporelles, on pourrait aller beaucoup plus, rapidement sur la première partie. Donc et c'est l'idée de durer. Donc c'est quelque chose, moi, qui me séduit assez, dans la mesure où effectivement, il faut être en maîtrise finalement de sa course, de sa gestion de course, de sa gestion, de l'hydratation, de la gestion de ses apports en glucides, et c'est quelque chose, moi, qui me porte. C'est-à-dire que je découpe vraiment le temps, jusqu'à l'arrivée pour avoir cette constance-là. Ouais, je suis pas encore marathonien, moi. Je devais courir le Ah, marathon de Paris, malheureusement, cette année, ça a été un peu compliqué. Néanmoins, j'ai vécu toute la préparation et je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que déjà le 10 km, c'est une course souvent qui est réputée accessible, mais tu es dans le dur très très vite. Au bout ouais. déjà du troisième, quatrième kilomètre, tu es un peu déjà dans un état de souffrance. Que le marathon, quand c'est bien géré, finalement, les trois quarts de la course, sauf quelquefois, hein, dès le cinquième kilomètre, il y a certains coureurs qui ont vécu ça, on est déjà dans le dur. Mais bon, là, c'est un peu compliqué. Mais généralement, c'est vrai que la difficulté apparaît beaucoup plus tard et qu'il y a cette notion de plaisir qui est quand même Ouais. très présente sur les trois quarts. Donc, je comprends cet aspect-là, même si le dernier quart, souvent, c'est un peu plus compliqué. Alors, effectivement, on m'a souvent dit, le mur. C'est-à-dire sur mon premier marathon, on m'a dit: «Oh là là, tu vas voir, c'est terrible, 35e kilomètre, c'est le mur». Bon, je me suis, entraînée honnêtement, j'allais dire, presque, effectivement avec un respect très rigoureux, du plan d'entraînement
Et puis au 35e, j'attendais le mur, hein. C'était le marathon, alors c'était le marathon de Porto Vecchio, en Corse. Et du coup, effectivement, en fait, c'était 4 allers-retours, hein. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant, mais en même temps, c'est en bord de mer, donc c'est très agréable. Donc 35e kilomètre, alors il y a un aspect aussi qui était pour moi très rassurant, c'est-à-dire que je connaissais le parcours. Une fois qu'on a fait 3 fois, le dernier 10 kilomètres, on a déjà fait une fois, en fait 2 fois dans un sens et une fois dans l'autre, on le connaît, donc c'est un côté rassurant. Et puis effectivement, il y avait ce côté rassurant et finalement, il n'est pas arrivé ce mur-là. J'ai fini ma course avec vraiment une satisfaction et une idée en tête, c'était celle de dire: «Vivement le prochain». C'est-à-dire que j'ai vécu mon premier marathon vraiment avec beaucoup de plaisir. Bah, alors là, c'est clair, hein, quand on finit un marathon, avec l'idée de se dire quand c'est le prochain, Ouais. c'est plutôt qu'on l'a bien réussi, parce que il peut arriver qu'on le finisse en se disant: «Plus jamais», et puis finalement 2-3 jours après on s'y remet, hein, évidemment. Et du coup, moi je suppose que la préparation était vraiment bonne, parce que souvent on dit que la bonne préparation, c'est celle qui fait en sorte que le mur arrive après la ligne d'arrivée. Donc si tu l'as pas vraiment rencontré, c'est que c'était bien mené. Moi, je voulais revenir à un point, parce que dans un certain inconscient collectif, hein, les préjugés ont la vie dure, et on estime souvent que soit on est une personne d'esprit, soit on est sportif, que les deux n'iraient pas forcément ensemble, hein. Euh, alors, durant tes études, est-ce que toi, et ton parcours, tu as rencontré d'autres personnes comme toi qui étaient à la fois sur des domaines, on va dire, très liés au monde de l'esprit, de la réflexion, de la recherche, et également très sportive, ou est-ce que finalement tu constitues l'exception qui confirme la règle? Alors, j'ai rencontré des personnes, pas forcément sportives, c'est peut-être la question du temps aussi et de l'investissement qu'on peut mettre dans le temps d'une préparation, d'un sport et puis effectivement dans l'apprentissage, dans la recherche, on n'a pas tous cette même capacité aussi à investir plusieurs champs, hein, la même énergie. Donc je dirais que j'ai pas forcément, rencontré des personnes qui ont comme ça, je dirais ce double investissement, à la fois d'un champ, sportif donc lié au corps et effectivement, lié à l'esprit et je dirais à l'apprentissage, la recherche. Donc peut-être effectivement je constitue une exception, mais à mon avis, il y en a d'autres. Ça, c'est sûr. Malheureusement, les a priori ont la vie dure et les gens semblent assez rassurés en classant les individus avec des étiquettes. Je prends par exemple dans le milieu scolaire, on a tendance à dire qu'il y a les élèves d'un côté qui sont sportifs, tu as de l'autre côté les élèves manuels et tu aurais ceux qui sont intellectuels, alors que pourtant, la rencontre de ces sphères, elle est assez courante car l'homme est multiple et on peut le constater par exemple dans les universités anglo-saxonnes, notamment en Amérique, où on cherche à faire des élèves accomplis, qui sont très bons dans le scolaire, mais aussi des athlètes épanouis, des musiciens épanouis, des dessinateurs épanouis, et on va chercher justement à faire en sorte que l'élève soit épanoui dans toutes ces disciplines et pas en les cloisonnant à une seule. Donc voilà, je pense on peut s'inspirer aussi de ce modèle-là qui est intéressant, cette recherche de l'excellence. Tout ça, ça m'emmène à tes recherches et à ton ouvrage. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette idée a été venue de faire ce livre et quelle était ton ambition? Alors, ce projet finalement, c'est un projet, de mémoire en fait, hein, qui était, un passage obligatoire dans le cadre de ma formation et effectivement comment on arrive à une identité de psychanalyste et finalement, je pense que je me suis étayée sur mon identité de coureuse et de ce qui m'interrogeait aussi dans ce qu'est cette identité-là, hein, dans ce que le bénéfice qu'on retire à courir. J'avais envie effectivement d'explorer, mon expérience de coureuse, et de le lier avec, cette nouvelle identité de psychanalyste. Comment je pouvais analyser en fait cet engagement? Qu'est-ce que ça rapportait? Qu'est-ce qui se jouait? Donc ça a été, je dirais, le point de départ, du travail, qui a amené effectivement cet ouvrage et cet essai. Alors du coup, Florence, je dirais, hein, tu es à la fois l'analyste et si je peux me permettre,
potentiel sujet d'étude puisque tu pratiques. Est-ce que, alors ce positionnement un peu peut expliquer le sujet d'étude, mais est-ce qu'il ne risquait pas de constituer un biais d'analyse finalement où le regard que tu portes sur la thématique est, on va dire, influencé par, ton propre rapport, au sujet? Alors bien sûr, puisqu'effectivement j'ai une analyse qui est toute subjective et qui est liée à ma réalité interne, à la manière dont je vis la course. Et c'est vrai que toute la première partie qui est plus théorique, hein, qui est à la fois liée à ma pratique, à ce que je vis et avec lequel je tisse les liens avec la théorie, c'est ma vision, de la course à pied, c'est la vision du sport d'endurance. Et effectivement, ça peut être extrêmement réducteur parce que c'est de mon point de vue et c'est comment je l'ai relié à la théorie. En revanche, effectivement, la deuxième partie, j'ai quitté, j'allais dire, mon monde et mon rapport, à la course à pied, au sport d'endurance, parce que je me suis tournée effectivement vers une vingtaine, d'athlètes, qu'ils soient, coureurs, qu'ils soient, triathlètes, pour pouvoir finalement rentrer dans leur monde. Et ça a été extrêmement enrichissant et j'ai eu aussi des retours de personnes qui me disaient finalement, on a très peu l'occasion de parler de cette manière-là de sa pratique, de ce qu'on ressent, de comment on s'investit, de la raison qui a mené à la pratique. Et pour certains, ça a été, pour moi aussi, un vrai plaisir d'échange, en fait. Et ça m'a permis aussi de me décentrer de ma propre vision et de pouvoir effectivement enrichir cette vision-là et d'expliquer aussi d'autres rapports à la pratique du sport d'endurance et à la course à pied. C'est hyper intéressant et c'est aussi la force de ton livre, c'est que tu t'intéresses aux raisons et aux mobiles qui poussent les gens à courir. Parce que moi, je suis convaincu qu'on ne fait jamais rien par hasard et que, alors évidemment, il y a le conscient, il y a l'inconscient, mais si on court et si on passe autant de temps et autant d'investissement dans cette discipline-là, c'est que forcément, il y a des avantages. Il y a des avantages qui sont évidents, mais il y en a d'autres peut-être qui sont un peu cachés. Et c'est très intéressant de décortiquer ça. Et j'en doute pas que tu as dû avoir des échanges vraiment enrichissants et passionnants, aussi bien pour eux que pour toi, parce que ça nous renvoie aussi à nos motivations à nous et donc on se rend compte qu'on est assez connectés les uns les autres et qu'on recherche aussi les mêmes résultats. Et justement, en parlant de psychologie, il y a un autre aspect que tu as traité dans ton livre et que nous aussi, avec Fred, on a eu l'occasion d'évoquer dans le podcast. Je fais référence notamment à la bigorexie et aussi au phénomène de dopage. Justement, toi, quel est ton avis de psychanalyste sur ces deux questions-là ? Alors, si on commence par, je dirais la pratique de dopage, on est là, dans une annulation du clivage corps et esprit qu'on évoquait un peu au début. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'esprit qui dit: «J'ai envie d'aller jusqu'au bout, j'ai envie de faire un meilleur temps, j'ai envie de me surpasser», et puis le corps qui a aussi ses limites. Et finalement, la pratique de dopage, c'est ce que Lacan pourrait appeler le plus de jouir, c'est-à-dire qu'on crée une suture, entre je dirais, l'écart qu'il peut y avoir entre l'esprit et le corps. Et on a un sentiment comme ça de toute puissance et on va reprendre la main sur un corps qui quelquefois échappe. C'est-à-dire qu'il est en dehors de la volonté, il a ses propres limites. Donc là, on a en quelque sorte un rapport à une toute puissance qui va se faire par l'intermédiaire, effectivement, d'une substance. Et finalement, le corps est à disposition de la psyché. C'est pas moi qui le dis, c'est de Roche et Billard qui ont écrit à ce sujet. Et effectivement, on est là sur un asservissement du corps qui va être uniquement dans une quête, et non pas une quête identitaire, mais finalement une complétude, ce qu'on pourrait appeler une complétude narcissique, c'est-à-dire un sentiment d'appropriation de ce qui peut échapper à l'être que nous sommes. C'est très intéressant ce que tu dis, puisque c'est vrai que dans le monde du sport, on entend souvent cet adage qui dit que si la tête le veut, le corps le peut. Mais malheureusement, certains athlètes qui, après des dizaines et des dizaines d'années, peuvent avoir l'impression de ne plus progresser et d'avoir atteint une espèce de limite naturelle. Et donc, ils peuvent avoir envie d'avoir recours à des produits améliorant la performance, des produits dopants, pour casser cette limite naturelle. Et sinon, tout à l'heure, j'évoquais aussi la bigorexie, qui est une addiction à sa pratique sportive. Et est-ce que finalement, on ne pourrait pas faire un lien entre la bigorexie et le dopage ? Je m'explique, dans ton livre, tu as interviewé, je crois, Yann, qui nous expliquait qu'avant de courir, il avait un passé de toxicomane et que finalement, il a remplacé son addiction par de la course à pied. Et du coup, est-ce que ce genre de profil n'est pas plus à risque pour développer une forme de bigorexie, donc une dépendance sportive, et peut-être
sur du long terme, glisser vers du dopage? Alors, dans le cadre effectivement de la bigorexie, on va être, sur ce qu'on appelle un profil psychique qu'on qualifierait d'état limite. Ce sont des personnes qui vont présenter, des dépendances régulières, que ce soit à des substances diverses et variées ou bien même, je dirais à la pratique sportive qui va être une dépendance valorisante socialement, évidemment, hein. On a, je dirais dans la deuxième partie, un profil qui est Yann, qui effectivement avait des addictions diverses et variées, qui s'est mis à la course à pied, donc il remplace une substance toxique par effectivement un nouveau rapport addictif à la pratique sportive. Et finalement, c'est les personnes qui sont plutôt ce qu'on appelle état limite, ce sont des personnes qui vont toujours rechercher la complétude narcissique et qui vont la rechercher à travers une substance, c'est-à-dire qu'ils vont avoir ce sentiment de complétude. Ils comblent un vide qui pour eux est existentiel et est insupportable. Donc effectivement, on a ce rapport-là qui va mener au-delà de la raison, et on en a quelques exemples de nouveau dans le livre, hein, au-delà de Yann, à des blessures à répétition, à effectivement un déni de la blessure et finalement à une pratique qui met en danger. Donc, par rapport à l'addiction sportive, à la bigorexie, on est là sur la dépendance et effectivement, l'athlète ne supporte pas la distance avec sa pratique, ne supporte pas effectivement de l'interrompre parce qu'il y a un vrai état de manque et c'est pourquoi effectivement un certain nombre de sportifs qui présentent plutôt un tableau bigorexique vont ensuite présenter un tableau dépressif avec l'arrêt obligé de la pratique. Parce que ils vont avoir un sentiment de perte, d'incomplétude, qui ne sont pas, qui leur manque quelque chose, mais qui finalement les fait souffrir. On n'est plus sur l'envie, on est sur le besoin. Alors ça c'est vraiment intéressant parce que j'avais déjà lu des publications qui allaient dans ce sens, et on avait aussi échangé avec Guillaume, sur le sujet. Voilà, on remplace une addiction par une autre et le rapport qu'on peut entretenir avec sa pratique, physique, que ça soit la course à pied ou un autre sport, devient un rapport de besoin et assez Ouais, nocif. ouais. Moi du coup, je voulais un peu revenir, finalement au-delà des déviances que tu as clairement exprimées, hein, dans ton ouvrage et sans forcément dévoiler tout ce que tu dis parce que, l'idée c'est que, bah, les gens aillent découvrir aussi tes écrits. Mais si tu devais un peu nous résumer, ce que tu as appris, l'échange avec, la vingtaine de coureurs et triathlètes, avec lesquels tu as pu t'entretenir, ça serait quoi finalement? La course à pied, dans ce monde de pratiquants de différents niveaux, elle remplit, quel rôle? Et finalement, est-ce qu'elle sert une mission ou est-ce qu'elle est juste récréative? Alors effectivement, je dirais pour chaque athlète, il y a presque une réponse par athlète. C'est-à-dire que, le rapport que chaque athlète va avoir avec, la pratique est complètement différent. Il y en a certains qui pratiquent ce sport-là par identification. C'est-à-dire que culturellement dans la famille, il y a un sport qui est pratiqué et c'est quelque chose finalement qui se transmet. Il y a effectivement d'autres sportifs qui viennent, à la pratique du sport d'endurance après ce qu'on appelle l'effraction du réel lacanien, c'est-à-dire ce qui n'est pas représentable, la confrontation à la mort, à la maladie par exemple et finalement ils prennent conscience, et ils ont besoin de se ressentir vivants parce qu'ils ont échappé à une mort certaine et donc le fait d'éprouver, son propre corps à travers effectivement, la je dirais l'effort, va leur permettre de s'éprouver comme vivants. Donc on a autant de motifs, individuels que de quêtes, qui mènent à la pratique. Ensuite, effectivement, moi, ce que je retiens et que je ne percevais pas dans ma pratique personnelle, même en compétition, c'est l'angoisse. C'est-à-dire que, vous allez avoir, des sportifs qui, vont s'inscrire à une compétition et qui, dès la veille, vont vivre une angoisse, qui va les prendre, qui va les étreindre et qui, finalement, va causer de l'insomnie, des troubles, et on est là sur l'angoisse de mort. Ce qu'on appelle l'angoisse de mort, c'est effectivement qui est finalement la symbolique de l'angoisse de castration, celle de ne pas y arriver. Donc ils vont être tenaillés par cette angoisse jusqu'à effectivement pouvoir finalement décharger cette angoisse dans la pratique sportive et finalement se sentir capable d'eux.
Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, et que je vivais pas forcément et effectivement, ça a été très intéressant pour moi de voir ce rapport presque, je dirais tyrannique à la compétition avec ce doute permanent sur soi: «Est-ce que je vais y arriver ou pas?» Et finalement, quand, les personnes passent la ligne d'arrivée, il y a ce qu'on appelle un vrai retour narcissique, c'est-à-dire une valorisation. Ça vient, je dirais, s'intégrer à l'estime de soi et c'est la manière dont demain ou après-demain, on va parler de soi, à l'entourage, aux amis, aux collègues de travail. Et il y a une personne que j'ai interviewée qui me dit: «Bah, le week-end, j'ai fait un 100 kilomètres et quand je rentre, effectivement, le lundi au travail et qu'on me demande: "Bah, qu'est-ce qu'il y a fait?" et que je dis: "J'ai fait un 100 kilomètres", il y a le regard valorisant de l'autre qui vient effectivement renarcissiser la personne. Donc il y a comme ça un rapport à la pratique et à ce qu'on dit de soi dans cette pratique qui vient évidemment, je dirais, étayer la personne et nourrir ce qu'on appelle le moi, c'est-à-dire l'estime de soi, la personne qu'on dit être aussi. Donc l'intérêt de ça, c'est aussi de pouvoir verbaliser ce qu'on est à la fois dans la course et après la course et d'adresser ce discours à un autre qui va avoir ce regard valorisant. Ouais, alors c'est vraiment, très intéressant, notamment pour l'entraîneur que je suis, hein, parce qu'on s'interroge, souvent, sur les motivations profondes, d'un athlète, notamment vis-à-vis de la compétition. Mais du coup, est-ce que, toi, pour toi, tout cela finalement justifie, entre guillemets, hein, je vais te mettre entre guillemets, les souffrances, qu'on peut s'imposer au quotidien, la multiplication des contraintes, qui font souvent dire à l'observateur non sportif, que soit on est fou, soit on est maso, ou alors qu'on est un peu des 2. Est-ce que, finalement tout ça, est justifié et entre guillemets «juste motivé» par ce besoin, par rapport à notre propre représentation? Alors, je dirais que je pense que, si on est professionnel, on n'a pas le même rapport à quelqu'un qui va le pratiquer, je dirais, à côté de sa profession et même si on le pratique en compétition, donc on va pas non plus avoir le même rapport. Donc effectivement, il y a l'idée que finalement, la pratique serait une contrainte. Donc il y a l'aspect, masochiste où finalement on retirerait du plaisir, de la souffrance qu'on éprouve. Je dirais alors Haruki Murakami dans son ouvrage, qui est Autoportrait du coureur de fond, heu, mentionne bien comment le corps s'accoutume à l'effort et effectivement, comment finalement le corps devient résistant et n'est plus forcément dans la souffrance, et finalement on entraîne son corps à prendre du plaisir et effectivement je parle d'auto-érotisme sportif parce qu'on prend du plaisir de son corps sur son corps. Donc la question de la contrainte imposée, je me pose la question du coup de quel point de vue on parle. Est-ce que c'est celui de l'athlète ou est-ce que c'est celui qui regarde à l'athlète, qui va voir les rythmes d'entraînement, l'investissement que ça demande, etc. Quand on est motivé par ce qu'on fait, parce qu'on a un objectif, on a cette envie, c'est pas forcément vécu comme une contrainte, c'est vécu comme un investissement qui va rapporter effectivement de l'énergie, qui va rapporter, je dirais, un bénéfice secondaire. Quand on est extérieur, effectivement, et qu'on n'a pas ce rapport-là à la pratique, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui les pousse? Donc en fait, on va avoir un regard, qui va être presque, je dirais, surmoïque, c'est-à-dire la règle normalement est celle peut-être de faire, allez, 2 heures de sport par semaine, mais pourquoi en font-ils autant? Qu'est-ce qui les pousse? Donc finalement, ça va être un regard critique qu'on porte sur la pratique. Pourquoi est-ce qu'on s'impose ça? Je crois que tant qu'on n'a pas été coureur, on ne peut pas comprendre pourquoi on le fait. Parce qu'il y a véritablement le plaisir qu'on retire, ce qu'on dit dans l'auto-érotisme, de son corps sur son corps. C'est-à-dire qu'on affine les perceptions corporelles que l'on a. On fait connaissance avec son corps dans cette pratique du sport d'endurance. C'est pas moi qui me dis, hein, il y a effectivement 2 jours qui en a parlé, il y a Françoise Labridi aussi qui en parle très bien, Marie-Hélène Brousse, où finalement on se découvre soi dans cette pratique sportive.
Je comprends très bien et finalement ça expliquerait pourquoi on a des fois autant de mal à expliquer à des personnes qui ne courent pas ou qui ne font pas de sport pourquoi est-ce qu'on s'investit autant, pourquoi est-ce que finalement pour nous c'est pas un sacrifice mais au contraire on a du retour sur investissement de cet effort-là. Justement, ça me permet de faire une transition avec un sujet qui est d'actualité, qui est lié au confinement. On l'a vu ces derniers temps, les mesures de confinement qui ont été imposées par le gouvernement assez strictes mais qui autorisent l'exercice physique, donc on avait le droit de sortir pendant 1 heure pour aller faire du sport, et on s'est aperçu que énormément de monde, et même des gens qui ne couraient jamais, se sont mis à courir. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette recrudescence de coureurs qui peut-être ne seraient jamais allés courir dans d'autres conditions, mais qui se sont découverts une âme de coureur peut-être un peu opportuniste? Alors effectivement, la période de confinement, on est là, je dirais dans une contrainte, j'allais dire qui est imposée de l'extérieur, ce qu'on pourrait appeler une contrainte surnoïque, qui est aujourd'hui érigée en norme sociale. C'est-à-dire qu'on a un événement qui fait que, on va nous priver et on est privé d'une certaine liberté. Et en même temps, effectivement, on a, l'envie, le désir et puis l'envie, le désir de pouvoir aussi, continuer à pouvoir, faire un certain nombre de choses. Donc cette autorisation finalement qui est donnée, cet espace de liberté qui est donné, quotidiennement, c'est comment on s'en saisit. Et en même temps, je me dis, j'ai une anecdote en tête, c'est-à-dire que j'ai une cliente qui me dit, elle est infirmière et qui me dit, voilà, j'ai des papiers des mamies. Ben, avant le confinement, il fallait leur dire, ben, il faut bouger, il faut sortir, et ils ne le faisaient pas. Et depuis qu'il y a le confinement, eh bien, ils veulent absolument sortir. Donc, vous voyez, là, on a un rapport, en fait, à quelque chose dont on pouvait faire usage et finalement pour lesquels on donnait peu de valeur, à quelque chose qui finalement devient rare et qu'on a envie d'investir. Donc c'est déjà ce rapport au temps-là et à la liberté de laquelle on peut se sentir dépossédé. Ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, quand on est confiné, on est aujourd'hui dans je dirais, un même environnement où on va devoir cumuler toutes ces identités, c'est-à-dire ces co-identités de professionnels, je télétravaille, de mère ou de père, je m'occupe des enfants. Ça veut dire que le lieu intime n'est plus un lieu forcément ressource, c'est un lieu où il va falloir tout faire. Et finalement, cet espace qu'on donne 1 heure par jour de manière individuelle, c'est finalement se permettre de revenir à soi et de s'autoriser à prendre un temps pour soi. Donc c'est peut-être effectivement ce qui pousse chacun à pouvoir profiter de ce temps-là pour aller s'éprouver soi-même dans l'environnement et dans un environnement différent de celui qu'on vit au quotidien avec les autres. En tout cas, moi, tout ça, ça me rappelle une phrase qu'on a coutume de dire, que finalement, on se rend compte de la valeur d'une chose que quand on l'a perdue. Et cette situation ne fait que confirmer la véracité de cette phrase. Autre chose qu'on a pu aussi constater, et notamment dans la presse, c'est une forme de recrudescence d'un mouvement presque anti-course à pied, où on avait tendance à stigmatiser le coureur, à le montrer du doigt, à l'accuser d'être irresponsable, de manière peut-être disproportionnée, avec aussi des caricatures pas très sympas pour les coureurs. Comment est-ce qu'on peut expliquer aussi cette montée un peu anti-coureur qui a pu peut-être être mal vécue par certains d'entre nous? Alors, comment on peut l'expliquer? Effectivement, on est là devant une contrainte collective qui s'impose à tous et qui est finalement aussi portée par la peur. Le coureur va symboliser finalement une liberté presque pulsionnelle et qui s'affranchit certainement de cette peur-là. Donc ça c'est le premier point que je noterai. Deuxième point, je me pose la question, est-ce que ceux qui, je dirais, portent la vindicte sur les coureurs ne seraient pas effectivement des personnes qui vivent cette norme sociale du manger-bouger comme culpabilisante, parce qu'effectivement ils n'ont ni la volonté ni l'envie
de pratiquer un sport. Donc finalement, effectivement, ça leur permettrait de se saisir de cet objet sport, non pas comme un objet culpabilisant pour eux, mais culpabilisant pour celui qui le pratique. Donc effectivement, ils viendraient là retourner une culpabilité vers cet autre qui nous respecte pas. On respecte puisqu'effectivement, il y a cette autorisation qui est donnée, mais qui serait celui qui brave la peur. Ça, c'est peut-être les 2 éléments qui moi, m'interrogent à ce sujet avec un regard peut-être plus psychanalytique. Bah, c'est assez surprenant et moi ça me permet de rebondir, par rapport à l'échange qu'on a. Là, on a quand même un environnement extérieur, que je vais qualifier en partie hostile, hein. Je parle pas simplement, des personnes qui peuvent, juger, les coureurs, mais voilà, on a quand même là, pour le coup, des contraintes, sur le timing et le lieu de course. On est quand même dans une ambiance générale, qui est pas non plus des plus apaisées et des plus zen, une certaine, voilà, on va dire une certaine humeur anxiogène. Du coup, voilà, c'est ce que j'appelle, un environnement extérieur, en partie hostile et du coup, les coureurs les plus aguerris, eux, sont amenés à réadapter leurs pratiques. Ceux qui débutent, du coup, débutent dans des circonstances, assez particulières, même s'ils sont guidés par un allant, vraiment positif. Mais je suppose que ça doit les amener les uns et les autres à avoir recours à différents leviers, notamment en termes de motivation. Et du coup, là, Florent, je me disais, à ton point de vue, quels aspects on peut travailler, qu'on soit un athlète aguerri qui a besoin un peu de se remotiver, par rapport à sa pratique, ou un athlète qui débute, finalement dans cet environnement qui est pas forcément le plus favorable et épanouissant pour la pratique sportive. Quel aspect travailler en priorité pour, pratiquer et pleinement profiter de cette pratique sportive? Alors effectivement, là, ça pose la question, des objectifs qu'on pourrait, se fixer dans un contexte où finalement, tu le disais, on a très peu de visibilité. Là, je vais prendre plutôt ma casquette de préparateur mental pour les sportifs où, comment on se remobilise par rapport à sa pratique, on se remotive alors qu'effectivement on n'a pas d'objectif de course. Heu, J'allais dire une chose est certaine, c'est que les choses tôt ou tard vont reprendre. C'est comment effectivement je me projette dans cette reprise. Qu'est-ce que je vais investir? Et donc c'est peut-être effectivement non pas d'avoir, des objectifs, court terme, mais plutôt, moyen terme, pour les coureurs aguerris, et finalement de se projeter dans cette reprise, dans les prochains objectifs, pour garder à la fois un rythme et puis effectivement un entraînement qui est plus spécifique. Dès qu'on a un objectif, on se dit: «Bon ben voilà, est-ce que, en combien de temps je veux courir telle ou telle course?» Donc voilà, on va en quelque sorte se faire un plan d'entraînement adapté sur une période un peu de transition, mais qui permet effectivement de garder, je dirais une perspective. Pour, les débutants, effectivement, là, ça va dépendre effectivement de levier de motivation de chacun. Est-ce que c'est pour échapper à ce confinement, à la maison? Est-ce que finalement j'ai autre chose que finalement la fuite qui me pousse et effectivement une véritable motivation à dire: «Beh, je peux enfin m'occuper de moi parce que je dispose de cette heure dans la journée». Donc à ce moment-là, de la même manière pour ces sportifs, et je le dis à des personnes que je reçois et qui quelquefois, démarrent une pratique, on va avoir des objectifs qui sont des objectifs individuels. C'est-à-dire que, bien aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une demi-heure et dans cette demi-heure, j'ai pu parcourir tant de kilomètres. Est-ce que demain, je fais un peu plus ou finalement, dans cette demi-heure, je vais aller un peu plus vite? Donc c'est des petits objectifs comme ça qu'on peut se fixer individuels qui vont, donner un sens à sa pratique et qui vont effectivement aussi avoir, un sentiment de progression. Donc ça, je pense que c'est des aspects qui sont à travailler, je dirais de manière,
très individuel parce qu'on n'a pas tous les mêmes motivations. Et puis aussi, je dirais, ce qui est important, c'est de varier dans sa pratique de course. Moi, je sais que je garde des footings longs, mais je garde également, je dirais, des séances qui sont plus courtes, avec effectivement des temps à réaliser. Voilà, ce qui permet de pouvoir rester dans une certaine dynamique. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Florence. C'est vrai qu'en tant que coureur, c'est pas forcément évident de rester mobilisé sur sa pratique quand on n'a pas de visibilité sur les prochaines compétitions. Et là, on voit pas forcément le bout du tunnel et on n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'on va pouvoir remettre un dossard. Et ça peut être assez frustrant. Fred, je sais pas si tu as une question bonus. Voilà, dis-moi si tu veux rajouter quelque chose. Alors, pas de questions bonus, juste des remerciements sincères à Florence parce que voilà, je pressentais que l'échange allait être très intéressant, surtout qu'on est entraîneur comme moi, on s'intéresse beaucoup au corps, hein, et on laisse pas l'esprit de côté, notamment tout ce qui relève de la motivation des athlètes qu'on encadre. Mais très honnêtement, en tout cas, on n'a pas forcément la vision et la formation adaptée, donc on fait avec les moyens du bord. Et c'est vraiment intéressant d'avoir des personnes spécialisées, notamment dans le domaine de la psychanalyse, qui comme Florence, s'intéresse de près à notre discipline et nous permet de constater quelque chose qu'on sait au fond de nous-mêmes qu'il n'y a pas que s'il y a un cadre général, on n'est que des spécificités individuelles et ça, il faut vraiment pas le perdre de vue avec tout le champ des possibles que la nature peut proposer. Et voilà, et c'est vraiment intéressant, du coup, de pouvoir un peu investiguer ce domaine-là. Moi, je suis beaucoup les publications, évidemment, qui sont faites dans le domaine de la course à pied, de l'athlétisme, et j'avais pas souvenir d'avoir lu un ouvrage qui justement l'abordait sous cet angle-là. Donc, je suis vraiment ravi et j'espère qu'il y en aura d'autres parce que voilà, je suppose que tout n'a pas encore été dit et écrit. Donc, je suis en attente. Florence, la pression est sur toi maintenant. Merci infiniment Florence pour cet échange. On rappelle ton livre, Psychanalyse du sportif d'endurance, l'identité en marche. Un bon moyen aussi d'utiliser le temps qu'on a alloué pendant ce confinement pour lire cet ouvrage qu'on recommande chaudement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi.